Vu son exploit ascendant, on a l'impression qu'elle vient de nulle part, alors qu'en réalité, elle existe depuis bien longtemps qu'on puisse l'imaginer. C'est le fruit de plusieurs années de recherche, de rêves complètement fous de scientifiques et de plusieurs tests soldés par des échecs. Accrochez-vous bien quand on remonte le temps pour découvrir l'intelligence artificielle. Elle a connu son essor après la Seconde Guerre mondiale avec l'apparition des ordinateurs programmables. Là, on est en 1943, où des chercheurs présentent le tout premier modèle de mathématiques d'un neurone qui est artificiel. 7 ans plus tard, le grand Alan Turing pose une question très banale, mais qui réussit à créer le déclic. Est-ce qu'une machine peut penser? En 1956, lors de la conférence de Dartmouth qui devient totalement légendaire, on finit grâce à John McCarthy par attribuer un nom à cette idée toute folle. Intelligence artificielle. Elle est reconnue comme discipline scientifique cette même année grâce à l'intervention d'Alan Turing et de John McCarthy. Ce qui est fascinant dans l'histoire est de constater à quel point l'ambition de ces pionniers était démesurée. Car leur rêve n'était juste pas d'améliorer une machine, mais plutôt reproduire l'esprit humain dans une machine. C'était presque une quête philosophique, mais portée par une toute petite poignée de visionnaires. Alors, il faut retenir ces noms car ce sont vraiment les piliers de l'IA. On a bien sûr Turing qui a posé tous les fondements théoriques, puis John McCarthy qui, lui, a carrément inventé et baptisé le domaine de l'IA. Puis enfin vient le duo Allen Newell et Herbert Simon qui ont créé le tout premier programme qui pouvait raisonner. C'est eux qui vraiment ont su allumer la mèche qui, bien sûr, a mis le feu aux poudres dans le monde scientifique. C'est le début d'un premier âge d'or, une période d'effervescence incroyable, mais qui va être suivie par la première grosse, très grosse déception. Et à travers elle, on remarque le début d'un cycle de haut et de bas qui va définir toute l'histoire de l'IA, alors que les progrès étaient bien réels. C'était même fascinant, car on a eu d'abord le perceptron qui a montré pour la première fois qu'une machine pouvait vraiment apprendre à partir de données. Ensuite, il y a eu un programme de jeu de dames où la machine devenait meilleure que son propre créateur. Et puis, il y a eu Elisa, le tout premier chatbot. On pouvait discuter avec une machine qui se faisait passer pour un psy. Bon, c'est vrai que c'est basique, mais pour cette époque précise-là, l'idée d'une conversation entre un humain et une machine devenait réelle. Donc, l'enthousiasme a été placé à son maximum, car c'était vraiment un pas de génie. Et puis après ça, plus rien. Silence. Ça a été la douche froide. Car la phrase tirée d'un rapport officiel britannique de 1973 dit tout. En gros, les découvertes faites jusqu'à présent n'ont pas été satisfaisantes, car l'impact majeur qui avait été promis n'a pas été atteint. D'un coup, toutes les promesses incroyables se sont fracassées contre le dur mur de la réalité, montrant ainsi les limites de la technologie de l'époque. Et les critiques deviennent de plus en plus féroces. Évidemment, elles n'ont pas été sans conséquences, car tous les financements, surtout ceux qui venaient des gouvernements, ont été coupés. D'un coup, toutes les recherches se sont mises donc au ralenti. Et là, l'enthousiasme a carrément disparu. C'est ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Longue période où plus rien ne bougeait. Et honnêtement, on aurait pu croire que c'était la fin de l'IA. Mais non. Au lieu de disparaître, elle s'est carrément réinventée. Car les chercheurs ont compris qu'ils n'arriveraient pas à créer une intelligence générale. Du moins, pas tout de suite. Alors, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule. L'idée, au lieu d'essayer de tout faire, on va essayer de faire une seule chose, mais la faire à la perfection. Et là, le changement d'approche est total. On oublie le grand rêve de recréer l'esprit humain, car l'objectif devient clair, beaucoup plus pragmatique. On va prendre l'expertise d'un spécialiste humain dans un domaine très pointu et on va la placer dans un ordinateur. Là, on ne cherche plus à imiter le raisonnement complexe, mais plutôt à appliquer une série de règles, un peu comme une recette de cuisine, mais qui est précise. Et ça a donné des résultats incroyables. Des systèmes comme Dendrol en chimie ou Mycine en médecine, c'était vraiment révolutionnaire. Il faut savoir que Mycine, par exemple, était meilleur que les médecins humains pour diagnostiquer certaines infections sanguines. C'est énorme, car pour la première fois, l'IA n'était plus un truc de laboratoire abstrait, mais un outil concret, utile, qu'on pouvait vendre. Et forcément, l'intérêt et l'argent sont revenus. Mais bon, l'histoire se répète, car ce retour de grâce n'a pas duré. On est retombé dans le même piège. Trop de promesses, pas assez de résultats concrets, et encore une nouvelle fois, déception. Ça a été le deuxième effondrement. Sauf que cette fois-ci, pendant que tout le monde regardait ailleurs, en coulisses, quelque chose de vraiment fondamental était en train de se préparer. Et la chute a été violente, une fois de plus. Les ordinateurs spécialisés pour l'IA, qu'on appelait les machines LIPS, sont devenus complètement obsolètes
balayés par les PC qui arrivaient de partout sur le marché international. Des projets gigantesques ont été tout simplement annulés. Résultat, le projet IA est reparti au placard. Mais voilà que pendant que le grand public et les investisseurs boudaient l'IA, quelques chercheurs un peu dans leur coin continuèrent à bosser. Et ils travaillaient sur de vieilles idées, des concepts qui avaient été abandonnés des années auparavant. Des idées qui, en fait, n'attendaient que deux choses pour pouvoir enfin fonctionner. Des tonnes de données et des ordinateurs beaucoup, beaucoup plus puissants. Et la première pièce de ce projet révolutionnaire, on la doit à un Français, Yann LeCun. Il a mis au point ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. L'idée est géniale. Il s'est inspiré de la manière dont notre propre cerveau traite les images. Et grâce à ça, pour la première fois, les machines ont pu voir, reconnaître des formes comme des chiffres écrits à la main, avec une précision jamais vue auparavant. L'autre pièce maîtresse, c'est le deep learning ou l'apprentissage profond. C'est une idée popularisée par Geoffroy Hinton. En fait, le concept n'était pas nouveau, mais Hinton a prouvé un truc essentiel. Si on prend des réseaux de neurones et qu'on en pile plein de couches les unes sur les autres, d'où le mot profond, et qu'on leur donne une quantité astronomique de données analysées, eh bien ces réseaux deviennent capables d'apprendre des choses incroyablement complexes tout seuls. Et c'est là que tout commence à s'aligner, car la template est parfaite. D'un côté, on a la puissance des calculs des ordinateurs qui devient phénoménale, et de l'autre, Internet met à disposition une quantité de données quasi infinie. Au milieu, on a la théorie de LeCun et de Hinton qui n'attendaient que ce croisement. C'est la rencontre de ces trois éléments qui a tout simplement déclenché l'explosion de l'IA qu'on connaît aujourd'hui. Dès lors, tout commence à s'accélérer à une vitesse incroyablement folle. En 1997, on pensait avoir atteint un sommet quand l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs. Mais en 2016, AlphaGo bat le champion du monde de Go, un jeu des milliers de fois plus complexe. On se rend compte dès lors qu'on est passé à un autre niveau bien plus supérieur. Juste après, en 2017, Google sort l'architecture Transformer, qui a absolument tout changé pour la compréhension du langage. Et de là, on arrive directement à GPT-3, puis au phénomène mondial qui a été ChatGPT. Aujourd'hui, nous sommes en plein milieu d'une course effrénée entre géants technologiques, car chaque nouveau modèle cherche à repousser les limites. OpenAI, par exemple, avec la vitesse et la capacité de son GPT 4.0, réussit à générer son image et également des tests. Anthropic avec Claude, qui mise sur le raisonnement. Google avec Gemini et sa mémoire gigantesque. Et enfin, Meta, qui joue la carte de l'open source avec Llama. C'est une compétition féroce et ça innove en permanence. Voici un chiffre qui est hallucinant, mais qui résume tout. 100 millions. C'est le nombre de personnes qui se sont inscrites sur ChatGPT en seulement 2 mois. C'est du jamais vu. Car l'IA n'était plus un truc de spécialiste dans un labo, mais elle venait de faire une entrée fracassante dans la vie de tous les jours. Cette révolution ne se limite pas seulement aux tests. Non, pas du tout. Car nous sommes maintenant entrés dans ce qu'on appelle l'ère multimodale. Ça veut dire que l'IA ne se contente plus de comprendre ou de générer des mots, mais elle fait pareil avec les images, le son et même la vidéo. Des modèles comme Sora sont capables de créer des vidéos ultra réalistes à partir d'une simple phrase. Donc, la frontière entre ce que crée un humain et ce que peut créer une machine devient de plus en plus mince. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. On l'a vu, l'histoire de l'IA. C'est une succession de printemps et d'hiver. Mais aujourd'hui, c'est clair, on est en plein été, au cœur d'une explosion incroyable. Mais après avoir vu tous ces cycles, la question se pose faussement. Est-ce que cette fois, c'est différent? Est-ce qu'on a enfin réussi à briser ce cycle de boom et de crise? Ou est-ce que le prochain hiver de l'IA se prépare déjà? Et sera-t-il plus froid qu'on n'ait jamais connu? Impossible de le savoir car seul l'avenir nous le dira.